Bonjour à tous, ça fait quelques temps que je vous ai promis un test du HTC One X, donc c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais commencer par les questions on m'a posées sur Twitter. Première question, c'est la portée du NFC. Donc j'ai pas eu l'occasion de tester le NFC. Je sais que par contre ça a une portée de quelques centimètres, inférieure à 10 centimètres. On m'a aussi parlé de la localisation qui est présente dans Google Maps. Personnellement, je préfère Foursquare, je vois pas trop l'intérêt de localisation, donc j'ai pas testé non plus. Je sais que ça permet de donner sa position à ses amis, mais je vois pas trop l'intérêt plus loin. Le clavier de base du HTC One X n'est pas équipé du système Swift, c'est-à-dire que vous pouvez glisser votre doigt pour écrire un seul mot. Donc il faut utiliser une alternative comme Go Keyboard. De toute façon, je trouve que le clavier n'est pas ergonomique au niveau du HTC. Les touches sont assez grosses et pourtant j'ai de gros doigts, donc je préférerais utiliser des grosses touches. Mais finalement, avec l'habitude de l'iPhone, je pense, j'aime pas trop le clavier du HTC. Je vais ensuite donc vous parler du côté déjà extérieur du téléphone. Donc première chose, le bouton Power qui se trouve en haut, ici, voilà. Alors le bouton Power, je trouve qu'il est vraiment mal placé parce qu'il permet de déverrouiller votre téléphone. Le souci, je passe ça. Le souci, c'est que déjà quand vous vous asseyez ou que vous êtes en voiture, il arrive que vous appuyez sur le bouton avec votre poche ou votre hanche, ce qui provoque l'extinction du téléphone, ce qui est un peu dommage. Donc vous sentez votre téléphone vibrer alors que en fait il est en train de redémarrer dans votre téléphone, dans votre poche. Pardon. Autre point, quand vous déverrouillez, vous devez appuyer sur votre bouton Power et glisser vers le haut. Donc il va falloir faire une gymnastique, soit avec votre pouce, soit avec votre index et votre pouce comme ça. Ce qui est vraiment dommage, parce que si le bouton Power avait été mis sur le bouton volume moins, il aurait suffi d'appuyer dessus et de lever. Voilà. Ça aurait été vraiment beaucoup mieux placé. Concernant les touches du bas, elles sont bien espacées. Malheureusement, la détection ne se fait que bien quand vous appuyez dessus. Donc si vous appuyez légèrement à côté, ça ne fait rien. Je trouve qu'il aurait mieux valu faire par tiers, c'est-à-dire que vous appuyez légèrement à côté, ça appuiera quand même sur le bouton. Concernant les boutons de volume, ils vous permettent bien sûr de régler le volume. Par contre, pour mettre en silencieux, il faut vraiment rester appuyé, parce que sinon, vous allez avoir les petits sons. Donc, si par exemple vous voulez mettre silencieux en appuyant dessus, voilà, il faut vraiment rester appuyé. C'est des petits réflexes à prendre, hein. J'ai pas l'habitude, vu que je viens d'un iPhone, on a un bouton directement silencieux. Concernant l'écran, alors il est très lumineux, il est super joli, il est légèrement saturé, donc ça dépend ceux qui apprécient ou pas. Moi j'apprécie quand c'est légèrement saturé, ça va. Il est de très bonne qualité, avec une bonne définition. Si la caméra veut bien se régler dessus, voilà. Donc il a vraiment une bonne définition, hein. Elle est légèrement inférieure à l'iPhone, mais on voit très peu la différence. C'est du Gorilla Glass 2, donc c'est très résistant. En revanche, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il n'a pas été traité contre les traces de doigts, ce qui fait que vous avez très rapidement des traces de doigts sur votre écran. Il devient rapidement sale et il se nettoie pas facilement. C'est-à-dire qu'un iPhone, j'ai l'habitude de prendre mon iPhone, de frotter mon écran contre mon jean et les traces de doigts ont disparu. Là, c'est pas du tout le cas. Vos traces de doigts vont plutôt s'étaler. C'est un peu dommage. Le toucher aussi est un peu bizarre par rapport à un iPhone, c'est-à-dire que ça fait plus toucher plastique, alors qu'un iPhone, on a vraiment l'impression, enfin, on touche vraiment du verre.
Ensuite, je souhaitais parler de l'appareil photo, donc qui subit tellement d'éloges, des sites sponsorisés dans la publicité aussi par un photographe professionnel, etc. Et ben, moi en tant que photographe amateur, bah, je trouve qu'il est pas bon. C'est-à-dire que les photos saturent, mais vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que vous prenez par exemple, un hamburger avec Instagram en photo, sans filtre, votre steak va ressortir rouge, quoi. C'est vraiment de l'hypersaturation, beaucoup trop élevé. Il y a du bruit légèrement présent aussi sur les photos sombres, mais bon, pas plus qu'un autre smartphone. Ça, c'est un peu le souci des smartphones. Bon, c'est normal, ce sont des petits appareils. L'autofocus est pas très précis également, donc vous verrez, j'ai fait quelques photos de comparatif entre l'iPhone 4S et le HTC One X et vous verrez que finalement, effectivement, les couleurs ressortent un peu moins sur l'iPhone, mais pour les photographes amateurs, on aime retoucher derrière et quand ça sature trop, c'est pas possible de retoucher. Autre point négatif, la stabilisation est assez désastreuse. Si vous bougez un petit peu, votre photo est directement floue. C'est vraiment, vraiment dommage. Donc finalement un appareil photo de bonne qualité, mais qui ne vaut pas du tout les éloges qu'on lui fait. J'avais parlé aussi dans mon ancienne vidéo de présentation du téléphone de ces 4 points, enfin 5 points, pardon, dont je ne savais pas à quoi ils servaient. Alors en fait, ce sont 5 points qui permettent de recharger et de synchroniser votre téléphone si vous achetez la station d'accueil pour. Donc une station d'accueil, je ne sais plus le prix, 50 euros ou 60 euros. Voilà, simplement, donc c'est pas du NFC ou quoi que ce soit. Concernant le son, alors ils ont travaillé avec Beats Audio, donc le son du téléphone est pas meilleur qu'un autre. C'est peut-être une enceinte Beats Audio dans le téléphone, mais franchement, ça se remarque pas. Par contre, le son qui est amplifié en sortie mini jack, donc pour vos écouteurs, il y a une amplification des basses qui est trop forte à mon goût. Donc pour ceux, enfin, ça va dépendre de la musique que vous écoutez. Si vous écoutez du hip-hop par exemple, ça va assez bien coller. Moi j'écoute de l'électro et du rock, donc ça amplifie trop les basses. Mais c'est du beats, on en a l'habitude. Par contre, on a la possibilité de désactiver cette fonction, c'est-à-dire que si je branche un écouteur et que je joue de la musique, voilà par exemple, vous voyez que Beats Audio s'est activé là-haut. Et dans le panneau de notification, vous faites directement activer ou désactiver l'amplification des basses. Voilà, tout simplement. Donc c'est un point appréciable puisque pour chaque musique, vous allez, enfin selon l'album que vous écoutez, vous allez pouvoir activer ou désactiver l'amplification. Ensuite, concernant l'autonomie, j'ai fait une utilisation relativement normale, donc pour quelqu'un qui utilise beaucoup son smartphone. C'est-à-dire que j'ai appelé 1 ou 2 fois par jour, j'ai envoyé quelques SMS, j'ai navigué un peu sur Internet, j'ai consulté mes mails plusieurs fois par jour, j'ai joué 15 minutes environ. En faisant tout ça, le téléphone tient de 8 heures du matin à 1 heure du matin le lendemain. Oui, je me couche tard. Voilà, donc le téléphone tient relativement assez longtemps. Effectivement, par contre, si vous jouez 1 heure par jour, par exemple dans le bus ou dans les transports en commun, il tiendra pas jusqu'au soir, ça c'est sûr et certain. Le processeur pompe beaucoup de batterie, donc c'est vraiment pour une utilisation relativement normale et mitigée qui va tenir toute la journée. Maintenant, HTC sort relativement souvent des mises à jour. Il y en a encore une là qui est apparue. Donc, il y a la possibilité aussi que l'autonomie s'améliore au fur et à mesure.
Il tient environ jusqu'à 20h, 21h si vous l'utilisez beaucoup. Par exemple, toutes les 10 minutes, vous prenez votre smartphone, il va tenir jusqu'à 20h, 21h. Donc ça suffit pour rentrer chez vous et le brancher. Il faut dire que l'écran est très grand, c'est un 4,7 pouces, donc ça faut pas l'oublier, avec une très grosse résolution assez proche de l'iPhone. Donc c'est aussi pour ça que l'autonomie est assez faible comparé à un iPhone. Bon, après il y a Motorola qui a sorti le Razer, mais lui qui est spécial, qui est vraiment enfin, orienté sur cette autonomie. Voilà. Ensuite, concernant les applications, donc il y a d'abord un éditeur de notes que j'ai trouvé un peu bizarre parce que vous pouvez éditer toutes les lignes comme vous le souhaitez. Bon, j'ai pas l'habitude d'avoir des éditeurs de texte où je peux écrire où je veux, ce qui fait que quelquefois vous allez avoir du mal à écrire sur la ligne que vous voulez. C'est le petit point que je trouve en défaut. Par contre, il est assez complet parce que vous pouvez prendre des notes audio, dessiner, mettre une photo, etc. Ce sont vraiment des notes assez complètes. Voilà, donc là vous pouvez également voir le clavier qui a des grosses touches, mais par contre je le trouve pas très pratique. C'est pour ça que j'ai préféré installer plus tard Go Keyboard. Concernant les mails, le petit défaut que je trouve, c'est qu'il y a Gmail installé et une application mail de HTC. Gmail, l'application en elle-même est mieux. Et ça provoque également des doubles notifications dans le panneau de notification. Donc il faut pas oublier d'aller dans l'application mail et de désactiver les notifications pour pas les avoir en double. J'ai trouvé ça un peu inutile d'avoir deux applications, sachant que de base il y a pas mal d'applications installées comme Gmail, SoundHound. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait Twitter installé de base, etc. Par contre, il y a quelques widgets pour la gestion de la consommation. Par exemple, ici, vous pouvez directement gérer la luminosité. Donc ça, c'est appréciable. C'est des widgets installés par HTC. Donc il y en a plusieurs, hein, il y en a vraiment plein, qui vont vous permettre de gérer directement la consommation de votre téléphone. Par exemple, un widget pour désactiver votre Wi-Fi, etc. Ils sont un peu plus loin. Voilà, donc le GPS, l'itinérance des données par exemple, la mise en veille, point d'accès Wi-Fi, etc. Il y a vraiment beaucoup de widgets et ça c'est vraiment très appréciable. Il y a 25 pages de base je crois. Et donc en installant quelques applications, vous avez énormément de pages. C'est vraiment le point qui m'a fait passer, enfin qui me voulait faire passer Android. Finalement, je vais rester sur iPhone. J'ai quand même du mal à m'en passer. Autre point appréciable, c'est l'écran de veille. Donc vous allez pouvoir avoir différentes notifications. Donc ici par exemple j'ai la météo, mais vous pouvez avoir vos notifications, le flux de vos amis donc sur Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez avoir vos mails. Il y a il y a vraiment beaucoup de choses à mettre sur ce panneau et je n'ai pas remarqué spécialement de consommation élevée, enfin, puisque le téléphone tenait toute la journée. Au niveau de la stabilité du système, il n'a planté qu'une seule fois. J'avais deux jeux de lancer et ça l'a fait, à mon avis, complètement ramer et il a planté. Donc j'ai dû le redémarrer. Sinon, j'ai pas eu de soucis à déplorer. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez d'autres questions sur le téléphone, vous pouvez me les poser sur le blog ou sur la page YouTube de la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur le blog. Salut!